Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du plancton marin, autrement dit du méchant de Bob l'éponge. Je m'appelle Sakina Dorotayata, je suis maîtresse de conférence à Sorbonne Université au laboratoire L'Océan à Paris et nous allons voir ensemble à quel point le plancton est incroyable, regorge d'une diversité que vous n'imaginez sans doute pas et joue un rôle primordial pour les océans. Alors à quoi ressemble le plancton ? Eh bien, dans Bob l'éponge, Sheldon Plankton, il ressemble à ça. En vrai, avec un microscope, ça ressemble plutôt à ça. C'est un copépode. C'est un petit crustacé planctonique avec un corps en forme de torpille, de grandes antennes et un unique œil, comme un cyclope. Mais si on regarde du plancton au microscope, en fait, il y a beaucoup de formes très très différentes. Alors j'imagine que vous n'avez pas de microscope chez vous et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir ce plancton. Mais peut-être avez-vous croisé sans le savoir cette grosse cellule mi-animale, mi-végétale qui s'appelle la noctilucte. En effet, si vous passez la main dans l'eau pendant une chaude soirée d'été, ou si vous avez la chance de faire du bateau, peut-être que vous avez pu voir ces flashs lumineux se déclencher à la surface de l'eau, des flashs bleutés. Et donc cette bioluminescence est produite par cette microalgue mixotrophe, la noctilucte. Mais on peut observer également le plancton depuis l'espace, avec des satellites, comme ici au large du golfe de Gascogne. On observe sous forme de filaments, de tourbillons, une efflorescence de microalgues du phytoplancton. Ici, vous voyez, c'est un peu laiteux, un peu blanchâtre, parce que cette algue est un coccolithophore, c'est une algue qui est calcaire. Elle ressemble à ça, cette microalgue, une petite cellule couverte de plaques calcaires. Et lorsque cette cellule meurt, elle tombe au fond des océans. Et ces plaques calcaires s'accumulent à l'échelle des temps géologiques et ont ainsi formé les fameuses falaises d'Étretat, dont vous avez peut-être déjà vu du plancton sans le savoir, en l'occurrence des squelettes de plancton. Très bien, mais qu'est-ce que le plancton au juste ? Comment est-ce qu'on peut le définir ? Eh bien, le plancton regroupe l'ensemble des organismes qui vont flotter au gré des courants. Ils ne vont pas être capables de nager contre ces courants. Ils vont se laisser voguer au fil de l'eau. Alors, on trouve du plancton pas seulement dans les océans, mais dans toutes les masses d'eau, que ce soit des lacs, des rivières, mais aussi des eaux souterraines, dans les grottes. Et donc, ce plancton regroupe une diversité incroyable. Nous allons le voir ensemble. Ici, sur ce diagramme, vous avez en haut des gros organismes qui peuvent parfois faire plusieurs mètres de long, et puis en bas, des organismes unicellulaires. Eh bien, tout ça, c'est du plancton. En haut, vous avez le plancton animal, le zooplancton. On reconnaît par exemple une méduse, une larve de poisson. Ici, c'est une limace de mer, un nudibranche. Là, on retrouve le krill que mangent les baleines, ou encore Sheldon Plankton, le méchant de Bob l'éponge, le copépode. Plus bas, on trouve des organismes qui sont mi-animal, mi-végétal, comme la noctilucte, je vous en ai déjà parlé, ainsi que ce qu'on appelle le phytoplancton, le plancton végétal qui réalise la photosynthèse, comme par exemple les coccolithophores, qui sont également calcaires, ou alors les diatomées, qui ont une carapace en silice, une carapace en verre. Tout ça, c'est du plancton. Mais en fait, on trouve aussi du plancton sous forme de champignons, de bactéries ou de virus. Bref, c'est très très diversifié. Et donc finalement, le plancton, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça fait dans les océans ? Eh bien, ça a un rôle essentiel pour le fonctionnement des écosystèmes marins. Le phytoplancton, ces microalgues, sont capables de faire la photosynthèse. Elles vont fixer le dioxyde de carbone, présent dans l'atmosphère, pour le convertir en sucre, comme les plantes terrestres, avec la photosynthèse, l'énergie lumineuse. Et en faisant ça, le phytoplancton a déjà absorbé la moitié du CO2 produit par les activités humaines. Merci le plancton. Ce phytoplancton va également libérer de l'oxygène en réalisant la photosynthèse. Et donc, ça permet aux poissons de respirer. D'ailleurs, vous et moi, là, nous sommes en train de respirer de l'oxygène présent dans notre atmosphère, qui a été produite au cours des temps géologiques par le plancton marin. Ce phytoplancton va se faire manger par le plancton animal, le zooplancton, qui va lui-même se faire manger par les poissons. Et donc, ainsi, indirectement, le plancton permet de nourrir 1,4 milliard d'êtres humains, dont la ressource protéine provient de la pêche. Alors, le plancton, dans les océans, lorsqu'il meurt, ou bien lorsqu'il fait caca, excusez-moi du peu, eh bien tout ça tombe et va sédimenter au fond des océans. C'est ce qu'on appelle la neige marine. Ce sont des particules riches en carbone qui vont tomber et sédimenter. À l'échelle des temps géologiques, ceci va permettre de séquestrer du carbone au fond des océans. C'est ce qu'on appelle la pompe à carbone biologique.
Le plancton va ainsi contribuer à réguler les flux de carbone et donc réguler notre climat. Alors comment est-ce qu'on étudie le plancton? Eh bien, historiquement, on a utilisé des filets à plancton qui sont un peu comme de grands filets à papillons. On filtre l'eau, on récupère les organismes planctoniques dans ces petits collecteurs, puis on les observe au microscope, on les compte, on les identifie, ou on choisit de séquencer leur ADN. Je vous ai également parlé du plancton depuis l'espace, grâce aux satellites, en particulier les satellites couleur de l'eau. Et puis plus récemment, il y a de nouveaux outils qui ont été développés, en particulier des caméras sous-marines, comme cet appareil ici, qui permet de prendre en photo du plancton dans la colonne d'eau. On peut également étudier le plancton avec des ordinateurs pour simuler la dynamique du plancton, en le couplant avec des modèles physiques, hydrodynamiques. On peut ainsi prédire le plancton qu'il fera demain, après-demain ou dans 100 ans. Enfin, l'intelligence artificielle apporte aussi maintenant un outil essentiel pour analyser des grands jeux de données planctoniques acquises par satellite ou grâce à ces images, ces caméras sous-marines. Ici, ce sont des images obtenues par un scanner à plancton. Il y a plusieurs centaines de millions d'images qui ont été accumulées. L'intelligence artificielle va donc nous aider à analyser ces images. On peut entraîner un algorithme, qu'on appelle des algorithmes des réseaux de neurones profonds, à reconnaître automatiquement une méduse, une larve de poisson, du krill ou encore un copépode. On peut même aller plus loin. On peut apprendre aux algorithmes à reconnaître des particularités individuelles sur ces images. Par exemple, ici, on peut repérer des gros points noirs qui souvent correspondent aux yeux des organismes planctoniques. Un autre exemple, ici c'est un copépode arctique, un gros copépode du genre Calanus. Ici, ce que vous pouvez voir à l'intérieur de ce corps, c'est une gouttelette lipidique. C'est sa réserve d'énergie pour passer l'hiver, car pendant la nuit polaire, il n'y a rien à manger. Eh bien, on va être capable d'entraîner des ordinateurs à mesurer automatiquement la taille et la quantité de lipides présentes dans chaque organisme. Ici, sur des images prises in situ par un autre type de caméra sous-marine, eh bien, on se rend compte que l'algorithme est capable de très bien identifier et quantifier la position de ces sacs lipidiques. Donc ça marche vraiment bien. Alors tout ça, c'est pour le plancton d'aujourd'hui, vous me direz-vous. Que se passera-t-il pour le plancton de demain? Eh bien, on peut s'intéresser à ce que nous dit le GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. D'ailleurs, petit aparté, la semaine dernière est sorti un résumé pour les décideurs du dernier rapport du GIEC. Et voici une image qui est tirée de ce rapport qui nous montre la température moyenne globale à l'échelle de la planète. Et ici, en fonction, par exemple, pour une personne qui est née dans les années 50, qui aurait eu 70 ans en 2020, cette personne connaît déjà plus 1 degré. Quelqu'un comme moi, né dans les années 80, quand j'aurai 70 ans, selon les scénarios climatiques, il fera entre plus 1,5 à plus 3 degrés. Et puis, pour les enfants nés en 2020, qui auront 70 ans en 2090, eux, selon les émissions de gaz à effet de serre, connaîtront une atmosphère de plus 1,5 à plus 4 degrés. Ok, donc quand même à garder en tête, quand on pense à nos retraites, un sujet d'actualité. Mais qu'en est-il pour le plancton? Eh bien, en fait, pour le plancton, même si les modèles ont encore de nombreuses incertitudes, on sait déjà que le plancton va être bouleversé, avec des déplacements d'espèces vers les pôles pour suivre les préférendums thermiques, avec également des productions beaucoup plus faibles dans les zones actuellement les plus productives, qui permettent de nourrir un grand nombre d'êtres humains à travers la pêche. Et puis aussi avec l'acidification des océans, le plancton calcifiant connaîtra une mortalité plus importante. C'est pour ça qu'il est important d'agir, parce que le plancton, tout comme l'ensemble des écosystèmes et des sociétés humaines, va être bouleversé par le changement climatique. Donc en fonction des scénarios d'émissions, on peut limiter l'impact du changement climatique sur ces écosystèmes. La question maintenant est donc de savoir qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui pour le plancton et pour nous. Merci. Bonsoir. Donc moi je vais vous parler d'altimétrie satellitaire, qui est une technique qui permet de mesurer depuis l'espace le niveau des océans. Et ce niveau des océans est particulièrement important à surveiller parce que c'est un indicateur clé dans le changement climatique. Alors puisqu'on va parler de l'océan du futur, on va commencer à se projeter dans le futur. Quelles seraient les côtes françaises si le niveau de la mer augmentait de plus 1 mètre à la fin du siècle? On verra à la fin de l'exposé que ce n'est pas du tout une hypothèse complètement improbable.
Eh bien, les côtes françaises seront particulièrement impactées dans la région du bassin aquitain, entre Nantes et Bordeaux. Et je vais mettre un petit focus sur une région méditerranéenne, la Camargue, où on voit que eh bien, l'ensemble de la Camargue sera recouvert par les eaux méditerranéennes et avec une mer qui atteindra à peu près Arles à l'horizon 2100 si la mer monte d'1 mètre. Alors comment on va mesurer ce niveau de la mer? Eh bien, on va utiliser des satellites artificiels. Ah, ça défile, ok. Des satellites artificiels qui vont mesurer avec une onde radar le niveau de la mer, donc la distance pardon, entre l'antenne radar et le niveau de la mer. Par réflexion, l'onde se propage dans l'atmosphère, se réfléchit sur la surface de la mer, remonte vers le satellite et en gros, on va mesurer le temps aller-retour de cette onde et en déduire une distance. Et puis, quand on connaît l'altitude du satellite, eh bien, on va pouvoir faire une simple soustraction, l'altitude du satellite moins la distance mesurée, et ça va nous donner la hauteur de mer. Et donc, on va cartographier cette hauteur de mer partout sur le globe avec un ensemble de satellites. Et puis, on va faire cette cartographie très régulièrement. Et puis, du coup, on va être capable de voir comment évolue ce niveau de la mer en fonction du temps. Alors cette altimétrie satellitaire, elle a commencé il y a bien longtemps. Les premiers essais ont été faits sur la station Skylab en 1973. Et ensuite, une série de satellites a amélioré la technique, amélioré les différents paramètres, pour arriver dans les années 90 à ce qu'on appelle l'altimétrie de haute précision, qui a permis de commencer à faire une série de qualités climatiques sur la hausse du niveau de la mer. Alors, ça n'a pas été sans peine, parce que là, c'est un budget d'erreur sur cette mesure altimétrique. Et je vous ai dit, il y a 2 ingrédients principaux. L'altitude du satellite au moment où il fait la mesure, et puis l'erreur que fait l'instrument et les corrections qu'on doit associer, qui sont en bleu foncé. Et vous voyez que la majeure partie de l'amélioration a été faite notamment sur l'orbite des satellites. Et donc, si vous vous posiez la question de savoir pourquoi un astronome s'intéresse à l'océan, eh bien, c'était notamment pour cette partie-là, puisque je suis mécanicien céleste, et donc calculer l'orbite, c'est notre travail en tant qu'astronome. Et donc, on est arrivé à diminuer cette erreur pour aujourd'hui arriver à une erreur instrumentale qui est à peu près équivalente à l'erreur d'orbite, et qui fait que, in fine, sur la hauteur de mer, on est capable de mesurer avec une précision de 1 à 2 cm la hauteur de la mer depuis l'espace. Alors cette hauteur de la mer, eh bien, elle va évoluer au cours du temps. Alors, plein de différents paramètres, mais là, on va surtout s'intéresser sur des paramètres à très long terme. Et quelles sont ces causes principales de la hausse du niveau de la mer? Eh bien, elles sont doubles. D'une part, la dilatation thermique. Si la température de la Terre se réchauffe, comme l'a montré tout à l'heure ma collègue, eh bien, on va avoir une augmentation de la température de l'océan. Il faut savoir qu'en gros, 80% de la chaleur emmagasinée dans le système climatique est stockée dans les océans. Et que donc, si les océans sont enfermés dans des bassines, hein, comme ces petites cuvettes qui sont illustrées ici, dans des bassins, pardon, les bassines, c'était ce week-end. Et donc, la seule façon de se dilater, c'est vers le haut. Et la deuxième cause, eh bien, c'est toujours relié à l'augmentation de température. Eh bien, si la température augmente, on va avoir une fonte des glaces qui va s'accélérer et on va avoir un apport des eaux, des glaces continentales sur la mer qui va augmenter la masse et aussi donc le niveau de l'eau. Donc, si on regarde en détail ça, parce qu'il n'y a pas que l'altimétrie satellitaire qui surveille l'océan, on a les 2 causes principales. L'une qui est surveillée par un système qu'on appelle le système Argo, qui sont des profileurs qui vont mesurer température et salinité depuis la surface jusqu'à en gros 2000 mètres de profondeur. Et donc, on va calculer avec les variations de température et de salinité cette dilatation thermique de l'océan, c'est la courbe orange. Ensuite, on a des satellites qui mesurent la masse, donc qui mesure le champ de gravité terrestre et donc la masse des océans. Et à partir de ça, eh bien, on va aussi regarder comment évolue cette masse et donc la convertir en hauteur d'eau, et c'est la courbe verte. Et si on fait la somme des deux, eh bien, on obtient cette courbe jaune, là, qui est la somme des composantes thermiques et d'ajout d'eau. Et comme vous le voyez sur cette courbe, elle colle quasiment parfaitement à la courbe bleue, qui est l'observation
depuis l'espace de ce niveau des océans. Alors en général, en scientifique, quand on arrive à boucler comme ça, on est assez content. Et donc, qu'est-ce que ça donne si on fait un petit zoom sur cette augmentation du niveau de la mer? Finalement, c'est tout petit. 3,5 mm par an, avec une erreur de l'ordre de 10%. Mais 3 mm par an, quand on le cumule, c'est 10 cm depuis qu'on observe avec précision la montée des eaux par altimétrie satellitaire. Et aussi, parce qu'on est super précis, on a commencé à pouvoir, avec une série assez longue de 30 ans, de mesurer qu'on est non pas en variation linéaire du niveau de la mer, mais en accélération, avec une accélération qui paraît toute petite, bien sûr, 0,1 mm par an carré, et qui est principalement due à la fonte des glaces, et notamment la fonte du Groenland qui s'accélère. Et ce niveau, quand on le regarde de façon globale, il n'est pas uniformément réparti non plus à la surface du globe. Et notamment, vous pouvez voir, on ne va pas détailler toutes les régions, mais cette région-là, qui est une région où les couches d'eau chaude qui sont poussées par les alizés s'accumulent dans cette région et chauffent l'océan sur une colonne d'eau suffisamment importante pour que l'effet de dilatation soit beaucoup plus important. Et là, on voit sur ce graphique-là qu'on est en gros à le double de ce qu'on observe en moyenne globale. Et pour le futur, alors projetons-nous un petit peu, puisqu'on a parlé du GIEC tout à l'heure, le GIEC a aussi regardé comment allait évoluer le niveau de la mer dans les années à venir, suivant 3 scénarios principaux que je vais détailler ici. D'une part, un scénario plutôt optimiste, en tout cas au regard de ce qu'on voit actuellement, qui dit qu'en gros, on va avoir des émissions très faibles, voire très faibles, jusqu'à un niveau net zéro, c'est-à-dire plus d'émissions à l'horizon 2050. C'est globalement l'accord de Paris, les 1,5 degré, ce qu'il faudrait maintenir. Un scénario intermédiaire qui est qu'en gros, si on arrive à maintenir les émissions actuelles et jusqu'au milieu du siècle, et puis des scénarios un peu plus pessimistes, si tant est qu'ils soient vraiment pessimistes, avec des émissions élevées à très élevées qui vont doubler d'ici 2050 ou à la fin du siècle. Et donc ça nous donne cette enveloppe qui montre que dans le cas le plus optimiste, on arrive quand même à 50 cm en 2150, donc un peu moins en 2100. Et dans les scénarios les plus pessimistes, on dépasse le mètre. Et si on superpose ça à ça, les projections qu'on peut faire à partir de l'altimétrie satellitaire, on voit qu'on est plutôt dans une trajectoire des plus pessimistes, avec une élévation du niveau de la mer de l'ordre d'1 mètre à la fin du siècle. Et comme je vous l'ai montré au début, ce n'est pas uniformément réparti. Donc pareil, si on regarde dans les scénarios comment va se répartir cette hausse du niveau de la mer à l'horizon 2100, et même si on prend le scénario médian ici, on voit que, par exemple, dans des régions comme le golfe du Mexique, on va atteindre le mètre à la fin du siècle. Et si vous connaissez un peu le golfe du Mexique, la Louisiane notamment, qui est un État qui est très peu élevé par rapport au niveau de la mer, va être particulièrement impacté par cette hausse du niveau de la mer. Donc, j'espère que je vous ai montré que grâce à cette altimétrie satellitaire, on avait vraiment une série climatique de grande qualité, mais surveiller, c'est une chose, mais il faut aussi agir. Et donc, j'aime bien terminer mon exposé par cette phrase de Valérie Masson-Delmotte, qui est coprésidente du GIEC, enfin, qui était, puisqu'elle va changer, et qui disait que chaque demi-degré compte, chaque année compte, mais aussi chaque choix compte. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Donc, je suis philosophe, du coup, j'ai du texte. Mais ça ne va pas être trop lourd comme texte. Et puis, je crois que j'improvise un peu parce que j'ai l'impression que mes 2 collègues, tout à l'heure, ont suggéré qu'il faut faire des choses. On ne peut pas juste contempler des données. Et peut-être un des rôles de la philosophie, c'est d'aider un parti à cette possibilité de créer des actions nouvelles. Et pour ce faire, il faut peut-être rentrer dans la compréhension de pourquoi nous ne faisons pas les bonnes choses aujourd'hui. Et donc, je voulais commencer par une image qui représente ma fille. On a traversé
les États-Unis en voiture et on se retrouve devant le Pacifique. Et elle est très frustrée parce qu'il faut s'arrêter. Donc elle prend un gourdin et commence à frapper l'océan. Elle a fait ça pendant une demi-heure. Et on ne pouvait pas l'arrêter. Donc elle était extrêmement frustrée. C'est une chose qu'on a fait souvent dans l'histoire. Par exemple, Xerxès, une fois que la Méditerranée a balayé son pont de bateaux sur le Dardanelles, a fait fustiger la Méditerranée. Il ne pouvait pas le faire lui-même, donc il a demandé à certains de ses soldats de fustiger la Méditerranée pendant un certain temps. Donc il y a, je dirais, à un moment donné, on doit admettre que par rapport à l'océan, on a un rapport tendu, difficile. Et moi, je dirige un laboratoire qui s'occupe des sciences cognitives. Les sciences cognitives sont là pour essayer de comprendre le comportement humain, ces types de comportements, ou d'autres comportements, et voir comment les moduler, peut-être par un changement de représentation. Comment est-ce qu'on représente l'océan ? Là, je vous propose, comme je suis philosophe, pas une expérience, mais une expérience de pensée. L'expérience de pensée est la suivante. Imaginez une mission extraterrestre venant de Sirius, mettons. Donc, ils font une exploration du système solaire. Ils envoient des nacelles, des sondes, etc. Et ils envoient deux sondes sur notre planète, je ne dis pas Terre, sur notre planète. Et une sonde tombe au milieu de l'Atlantique. Et une sonde tombe au milieu du Sahara. Et bon, il y a des extraterrestres qui font des mesures, de l'échantillonnage sérieux avec de l'altimétrie, etc. Et peut-être ils arrivent à interpréter le langage des dauphins, ils comprennent les planctons, les chameaux de l'autre côté. Puis ils repartent. Et ce qui va se passer, et c'est là que l'expérience de pensée commence à être intéressante, je pense, ils perdent les métadonnées. Donc il y a juste les données brutes sur un terrain qui était fait au milieu de l'océan et un terrain qui était fait au milieu du désert, du Sahara. Alors, je pense qu'on a le droit d'imaginer qu'une fois qu'ils vont confronter leurs notes, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils ont été sur la même planète. On a le droit d'imaginer ça. C'est tellement différent. Au bout d'un moment, évidemment, ils commencent à faire un travail un peu plus approfondi, voir qu'il y a des vertébrés, qu'il y a certaines compositions chimiques, l'ADN, etc. Mais première impression, c'est qu'ils se retrouvent sur deux planètes différentes. Ils ne peuvent pas recomposer cette unité planétaire. Alors, je crois qu'il y a un point ici très important, c'est celui de cette altérité de l'océan. L'océan est très différent, pas seulement pour les extraterrestres, mais pour nous. Nous sommes un peu comme des extraterrestres par rapport à l'océan. On les voit comme un objet très difficile à appréhender, très difficile à comprendre. Et c'est que nous appelons, dans les sciences cognitives, on a une distance cognitive par rapport à l'océan. Il est très, très différent. Cette distance cognitive, elle est un peu partout dans la science. Nous avons une distance cognitive par rapport à la vraie structure du système solaire. On dit toujours, par exemple, que le Soleil s'élève et se couche. C'est difficile de changer cette façon de parler, c'est très pratique, très utile, mais ça entrave la compréhension des phénomènes astronomiques, c'est un problème pour l'éducation. Par exemple, dès qu'on apprend l'astronomie élémentaire, il faut commencer à défaire des concepts qui sont là et qui font partie de notre habillage conceptuel. Pour l'océan, c'est la même chose, on a des concepts qui sont là et qui peut-être entravent notre possibilité d'interagir correctement avec l'océan. Là, c'est un texte des années 50. L'océan inépuisable. Donc, ce sont des scientifiques d'ailleurs, mais qui c'est basé sur la meilleure connaissance de l'époque, mais aussi sur cette idée que l'océan est très vaste. Donc, il aurait donné des ressources halieutiques inépuisables. Évidemment, si vous allez pêcher avec des petits chalutiers comme ça, peut-être ça serait vraiment inépuisable, mais l'idée était là, l'idée qu'on puisse imaginer cette infinité de l'océan comme non problématique pour les humains. L'océan est tellement différent de ce à quoi nous sommes habitués en tant que terriens, que des images de l'océan sont plus distantes des images de la Terre que les images de la Terre le sont des images de Mars. On a maintenant un grand investissement conceptuel sur Mars, idéologique sur Mars. Mars est très proche conceptuel. La distance cognitive avec Mars, apparemment, est moindre que la distance cognitive que nous avons avec l'océan. L'océan, c'est ça pour nous, et Mars est très différent, mais aussi le désert. Alors d'où vient cette distance ? L'océan est un espace, un lieu très différent. Et pourquoi ? Il n'y a pas d'abri par rapport au soleil, la lumière, les vents, il n'y a pas de terrain sur quoi marcher, il n'y a pas de repères lointains qui nous permettent de nous orienter. L'horizon est très étroit, il est en changement constant, il y a de l'eau qui n'est pas buvable. Non seulement il est hostile comme un désert, mais littéralement il est autre, il est alien. Et le paradoxe de l'océan est que nous venons de l'océan, nous en dépendons, mais nous ne le voyons pas. Comment résoudre cette distance cognitive ? Donc le travail
philosophique, souvent, consiste à chercher des reconceptualisations. Je vous en présentais quelques-unes. On cherche de changer les objets de la pensée en mettant en lumière des aspects peut-être insolites ou étranges qui permettent de décloisonner la pensée et l'action. Et là, pour l'océan, ce que je propose, c'est qu'il faut avoir une espèce de biodiversité conceptuelle. Enfin, c'est un kaléidoscope de représentation. Difficile de cerner l'océan avec une seule représentation, qu'elle soit scientifique ou des cultures différentes de la nôtre. Il faut essayer de composer tout ça. C'est tellement distant et différent que toute représentation est bonne pour l'instant. Après, on fera un peu de l'ordre. Par exemple, on utilise beaucoup de cartes pour représenter l'océan. Mais les cartes, on le sait, induisent un biais territorial. Après, on va traiter l'océan comme des territoires. Et par exemple, pour la protection marine, on va tracer des lignes, des frontières, et dit, bon, ici, on peut faire certaines choses, on ne peut pas faire autre chose. Mais ça ne reflète pas la complexité dynamique de l'océan. L'océan ne connaît pas de frontières. On a territorialisé l'océan pour des raisons politiques. C'est difficile à ménager parce que l'océan ne connaît pas vraiment de frontières. Il est difficile de représenter l'océan par des cartes. On a essayé de représenter des choses avec les cartes comme l'unité de l'océan. Là, c'est la projection de Spielhaus dans les années 70. Et typiquement, les images que vous voyez de l'océan, il y a toujours la Terre au milieu et l'océan qui fait contour. Là, c'est l'inverse, en fait. L'océan est au milieu et la Terre, c'est les bords. Vous pouvez passer un peu de temps à chercher d'identifier toutes les différentes frontières de la côte américaine. Il y a des choses qui sont plus facilement reconnaissables, mais c'est une carte qui aide, à mon avis, à nous donner l'idée d'une certaine unité de l'océan. Les navigateurs ont connu l'unité de l'océan depuis un certain temps. En fait, ils ont même, là c'est une publicité que je reconstruis parce qu'il n'existe plus le document original, il y a juste des descriptions, de Merrill Lynch, une compagnie de cargo, qui proposait la chose suivante: pour nous, l'océan n'existait pas. Enfin, pour nous, ça n'existait pas. Moi, je me réveille, je m'endors à Naples, je me réveille à Gênes, je m'endors à Gênes, je me réveille à Rio, et ainsi de suite. Donc, tout l'océan, en fait, pour les compagnies de shipping, conceptuellement, pas physiquement, mais conceptuellement, est réduit à un tout petit point dans lequel rentrent en contact toutes les côtes de toutes les îles, de tous les continents du monde. On a des échelles spatiales et temporelles pour l'océan qui sont difficiles à appréhender. Donc là, je vous propose de me dire, juste pour faire un test, laquelle est la taille d'un ballon de foot. Vous pouvez le faire avec vos mains? Ouais, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, imaginez que là, on a à peu près 12 mètres. D'ici jusqu'à la Seine, c'est 12 mètres. Imaginez que ça soit le diamètre de la Terre. Donc imaginez que la Terre soit un grand ballon de 12 mètres de diamètre. Vous pouvez faire une pince qui vous montre quelle est la profondeur moyenne des océans. La première chose qui vous vient à l'esprit. Montrez-moi ça avec vos mains. Il ne faut pas de réponse factuelle. Ouais. Allez, tout le monde doit le faire. Inventez. Pas le droit d'être agnostique, là. Ouais. Non, c'est comme ça. C'est 3 mm,6. Sur 12 millions de mètres, les 3700 mètres de profondeur moyenne, c'est 3 mm,6. Donc, pensez à ça. C'est une couche très fine. Notre biosphère aquatique est vraiment limite. Elle est très, très fine. Si vous réduisez la Terre à la taille d'un œuf, par exemple, l'œuf a une certaine rugosité, eh bien, la Terre est 10 fois plus lisse que l'œuf. Si vous prenez l'œuf et vous l'explosez à la taille de la Terre, l'Everest de l'œuf ne fait pas une dizaine de kilomètres, mais fait 100 kilomètres. Donc, de nouveau, si vous avez l'océan qui est sur l'œuf, qui est représenté sur l'œuf, vous n'arrivez même pas à vous mouiller les doigts, tellement c'est fin. Il y a beaucoup de phénomènes d'échelle dans notre compréhension de l'océan. Je vais parler très rapidement pour terminer des échelles temporelles. Est-ce que l'océan est grand ou est petit? On ne sait pas très bien. Nos représentations sont un peu un conflit. Des narrations parfois sont plus efficaces que des échelles, que des graphiques, que des représentations d'échelle. Par exemple, d'après certains calculs, on sait que nous, on consomme en un an l'équivalent de la production de 1 million d'années de plancton en hydrocarbures. Donc le plancton se dépose, comme on a vu, ça fait du pétrole, des gisements de pétrole. Et en un an, notre société consomme l'équivalent d'1 million d'années de dépôt. Mais ça ne nous dit rien, en fait. 1 million d'années, c'est quoi?
Bon, vous faites un tour de périphérique à 35 km de l'heure, c'est une vitesse acceptable. Donc, en 1 heure, vous faites le tour de périphérique. Pour reconstituer l'hydrocarbure que vous avez consommé pour faire ce tour de périphérique, le plancton va travailler 114 ans. Donc ça, pour nous rendre compte du fait que nous faisons des gestes dans l'Anthropocène qui sont des gestes géologiques. Chaque geste que nous faisons, et on en fait beaucoup, et nos collègues nous ont alertés sur ce point, sont des gestes géologiques. Moi, j'ai fait des traversées de l'Atlantique à la voile. Vous allez à 12 km de l'heure. Ça a l'air d'aller très vite, mais c'est 12 km de l'heure. C'est les pistes cyclables de Paris, ce n'est pas les périphériques. Mais au bout de 2-3 semaines, vous arrivez de l'autre côté, à la vitesse d'un vélo. Donc vous savez que c'est une planète petite. Elle n'est pas très grande. Vous pouvez traverser l'Atlantique à la vitesse d'un vélo. On a beaucoup d'images sous l'océan. Elles sont toutes comme ça. Et là, je fais un travail, c'est une de mes recherches, sur les images du CNRS. Les labos du CNRS qui présentent l'océan, c'est toujours des tortues avec du récif et du bleu. C'est le CladMed. Est-ce qu'on a le droit de changer ces représentations? Je me tourne vers un collègue du CNRS, en fait. Et je vais terminer sur un point. On doit changer parfois de perspective. Vous savez, par exemple, la France a une des plus grandes zones économiques exclusives au monde. C'est à peu près 20 fois la taille de son territoire métropolitain. On a le droit de penser la France à l'inverse. C'est-à-dire, ce n'est pas tellement un État européen avec des appendices océaniques, c'est plutôt un État océanique très vaste, avec un pied à terre sur le continent européen. Et mon point final. Donc on doit en quelque sorte accepter cette altérité de l'océan. Il est difficile à apprendre, il est difficile à réconcilier. Je propose, peut-être vous pouvez partir avec cette pilule de sagesse, de les considérer comme une exoplanète. C'est vraiment une exoplanète qui nous est collée. Mais, ce qui est très important, c'est une exoplanète symbiotique. Donc, ma version philosophique de l'océan, c'est que l'océan est une exoplanète symbiotique. Merci. Merci beaucoup.